Mariam. Salut Marianne. Ça va? Ouais, et toi? Ouais, ouais. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, je disais à Baba que j'avais regardé l'âge de glace la dernière fois et que dedans, Scrat il cause toujours plein de fractures dans la glace et ça ressemble carrément à notre PSE. Ah, c'est fou. Enfin, Jules, c'est pas exactement ça, hein, t'emballes pas non plus. Hein. Bah, en vrai, si, hein. Bah, explique-nous si t'as tout compris. Bah, ok, regarde sur la conce que je t'envoie et après on en parle, ok? Bon, avant de parler de rupture, on va parler d'élasticité. Lorsqu'on tire sur un solide, celui-ci se déforme, si bien que la contrainte, sigma, est proportionnelle à la déformation epsilon, via le module Young grand E. C'est ce qu'on appelle la loi de Young. Tant que le matériau y répond à cette relation linéaire, nous sommes dans le domaine élastique. Lorsque l'on continue d'augmenter la déformation epsilon, on constate que la réponse en contrainte du matériau stagne. Lorsque nous relâchons les contraintes du matériau, celui-ci possède toujours une déformation constante, notée epsilon p. C'est ce qui différencie les solides ductiles des solides fragiles. Nous sommes alors dans le domaine plastique. Si la déformation epsilon est trop importante, il y a rupture. En effet, les liaisons entre les atomes constituant le matériau se brisent, c'est la dégringolade, et on ne peut plus rien faire pour arrêter la fracture qui est en train de se produire dans le matériau. Oui, mais quand Scrat, il plante sa noisette, c'est comme s'il faisait une entaille. Et donc la condition de contrainte pour la propagation de la fracture, elle est très inférieure par rapport à la contrainte de rupture dont je nous parlais. Mais je vais vous expliquer, en fait, tout ça, ça réside dans le calcul du critère de Griffith. Je pense que ça peut être bien de vérifier expérimentalement cette théorie. Au moins, on aura un montage fiable pour nos expériences futures. Considérons un matériau de longueur L et d'épaisseur E, auquel on fait une entaille de longueur A. Donc qu'est-ce qui se passe si on applique une contrainte de part et d'autre de cette entaille? Eh bien, la majorité du matériau va se charger en énergie élastique, mais dans un volume autour de cette entaille, cette énergie sera libérée à cause de l'entaille en fait, puisqu'elle crée une interface entre le matériau et l'air, d'où l'apparition d'une énergie de surface. Donc maintenant, si on fait un petit bilan énergétique dans ce volume autour de l'entaille, l'énergie bilan est donnée par cette énergie élastique libérée, donc, plus l'énergie de surface. Et donc en remplaçant par leur formule, voici l'expression de l'énergie bilan. Et pour que la fracture se propage, il faut bien que le coût énergétique lié à la création d'une interface entre le matériau et l'air soit trop faible par rapport à cette énergie élastique libérée, donc que l'énergie bilan soit négative. Et cela se traduit par l'apparition d'une contrainte seuil. Et c'est ça en fait Griffith. Pour que la fracture se propage pour une taille d'entaille donnée, il faut une contrainte minimale. Revenons maintenant au critère de Griffith. La contrainte seuil telle que la fracture se propage est proportionnelle à une élongation de seuil. Donc pour chaque longueur d'entaille, on reporte le delta L limite qui précède la propagation et on place chaque point sur un graphique en passant au log. On devrait donc avoir une droite de coefficient directeur moins 1,5. La droite qui passe au plus près de chaque point a un coefficient directeur de moins 0,57. Donc en lot d'échelle, on voit que le critère de Griffith est assez bien vérifié. Cependant, on remarque que plus la longueur de la fissure initiale est petite, plus la déformation est grande. Et donc plus on s'éloigne du modèle des petites déformations. Donc il est à peu près normal de voir que les points s'éloignent de la droite. Mais sinon, globalement, ce montage vérifie assez bien le critère de Griffith et donc on peut le garder pour nos expériences futures. Avec le montage précédent, nous avons aussi pu vérifier un point théorique sur l'évolution de la fracture en fonction de l'épaisseur du matériau. Après avoir acquis les vidéos des fractures pour les différents polymères et différentes épaisseurs, nous avons utilisé un programme MATLAB pour tracer la vitesse de la fracture en fonction du temps. Nous constatons que les courbes des vitesses se superposent plus ou moins bien pour les différents élastomères. Et cela tout particulièrement pour l'élite double 32, où les courbes sont quasiment toutes superposées les unes aux autres, ce qui nous permet donc de conclure que la vitesse ne dépend pas de l'épaisseur, résultat qui était prédit par la théorie de la rupture. Donc en fait finalement le matériau qui colle le mieux à la théorie c'est le Elite 32, c'est celui que j'ai utilisé. Oui, c'est celui qui colle le plus avec la théorie. Ah bah ça tombe bien parce que moi aussi je voulais faire une expérience et bah, je me demandais lequel utiliser entre les trois polymères. Ah ouais, tu voulais faire quoi comme expérience? Bah, en fait, c'est encore à cause de cette scène de l'âge de glace là, où Scrat il plante son gland dans la glace et la fracture elle fait des zigzags comme ça là. Hmm. Bah, c'est n'importe quoi. Une fracture ça va tout droit, ça fait pas des zigzags. Mais vous êtes bizarre à toujours chercher des problèmes physiques dans cette scène de l'âge de glace. Enfin bon, le confinement ça vous réussit vraiment pas. Hein. Bon, bah, je fais ce que je peux pour m'occuper moi. Hein. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vais faire mes recherches. À plus. Je me suis rendu compte que parfois la pointe de la fracture pouvait se mettre à osciller. Je me suis basé sur cet article.
dans lequel il montre que dans un gel fragile, si la vitesse de la fracture dépasse une certaine vitesse critique, qui est d'environ 90% de la vitesse du son dans le matériau, alors la pointe de la fracture peut se mettre à osciller. Alors je me suis dit que le polymère Elite 32, même si c'était pas un gel fragile, peut-être que si sa vitesse dépassait aussi une certaine vitesse critique, la fracture pouvait se mettre à osciller, non? Et donc je me suis lancé le défi d'atteindre cette vitesse critique, donc de 24 mètres par seconde pour notre polymère. Moi j'ai tiré plus fort sur le matériau pour le charger plus élastiquement et pour que la fracture aille beaucoup plus vite. Et j'ai filmé avec une caméra rapide à presque 10 000 images par seconde pour pouvoir ensuite traiter ces images, mesurer la vitesse maximale et la représenter en fonction de l'étirement que j'avais appliqué. En faisant ça, je suis arrivé à peu près à 85% de mon objectif, à 85% de la vitesse critique, ce qui représente presque 20 mètres par seconde, ce qui est déjà bien, mais en fait mon montage n'était pas vraiment adéquat pour ce genre d'expérience à fracture ultra rapide. Donc c'est dommage, on ne saura pas finalement s'il est possible d'obtenir des oscillations dans un élastomère. Mais bon, je me suis pas arrêté là. Je me suis dit, pour comprendre pourquoi le profil d'une fracture peut se mettre à osciller, il faudra peut-être déjà que je m'intéresse plus au profil de l'ouverture. Parce qu'en fait, la théorie nous dit que le profil d'une ouverture, il est parabolique. Du moins, il est parabolique si on s'écarte pas trop de la pointe, parce que si on s'écarte trop de la pointe, en fait, le matériau est relaxé. Et il est parabolique si on ne s'approche pas trop non plus de la pointe. Alors pourquoi ça? Parce qu'en fait, la théorie nous dit que c'est une parabole du moment où on est à la limite de la fracture. Et donc nous, on extrapole ça en disant que quand la fracture se propage de façon quasi statique, comme tu disais, Mariam, on a toujours une parabole. Mais puisque la fracture avance, il y a une petite zone autour de la pointe dans laquelle se dissipe l'énergie. Et cette zone, elle a une taille caractéristique ρ qui est en ordre de grandeur la même que celle qui dictait l'écart entre la parabole et la réalité. Et en fait, pourquoi je vous parle de cette taille ρ? Parce qu'en fait, d'après le papier, d'après l'article que j'ai lu, ce ρ est aussi en ordre de grandeur comme la longueur d'onde de leur fracture. Alors je me suis dit qu'il fallait absolument que j'étudie ce ρ pour mieux comprendre ces oscillations. Et d'après la théorie, ce ρ varie linéairement avec la contrainte au carré que multiplie la taille de la fracture. Donc je me suis donc donné le défi de voir si cette loi était vérifiée. À l'aide d'un programme informatique, j'ai pu mesurer plusieurs valeurs de ρ en fonction de l'étirement et de la longueur de l'entaille. La première chose qu'on remarque avec mes points, c'est que à étirement fixé, ρ dépend bien linéairement de la taille de l'entaille. La seconde chose qu'on remarque, c'est que plus l'étirement augmente, moins cette dépendance linéaire respecte le modèle théorique qui nous dit que le coefficient des réacteurs est pi sur e carré. Alors, on reste toujours avec les bons ordres de grandeur, mais plus epsilon augmente, moins cette relation devient vraie avec les bons coefficients numériques. Elle est toujours vraie en ordre de grandeur, mais plus avec les bons coefficients numériques.